L'Afrique du Sud est loin d'avoir trouvé la paix. Le pays est souvent cité comme le plus dangereux et le plus inégalitaire au monde. Les Blancs ne représentent que 7% de la population mais détiennent toujours les 3/4 des terres et la plupart des richesses du pays. Certains vivent barricadés à l'écart des Noirs, qui pour beaucoup souffrent du chômage et vivent encore dans des bidonvilles. Pourtant, il y a 30 ans, les Sud-Africains votaient pour la fin des privilèges et l'égalité, en élisant Nelson Mandela, le tout premier président noir d'Afrique du Sud. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, noirs et blancs, pourront marcher la tête haute, sans aucune crainte au fond de leur cœur. Mais rien ne s'est passé comme Mandela l'avait prévu. Aujourd'hui, certains Blancs sont persuadés d'être pris pour cible. Des groupes prennent les armes, d'autres militent pour une Afrique du Sud où l'on séparerait à nouveau les Blancs des Noirs, nostalgiques de l'apartheid. Dans la province désertique du Cap-Nord, voici Orania, une ville de 3000 habitants qui ne cesse de s'agrandir. Il n'était que quelques centaines il y a 20 ans. Et si certaines familles viennent s'y installer, c'est parce qu'à Orania, il n'y a aucun noir. Pour vivre ici, il faut être afrikaner, chrétien et blanc. C'est la règle imposée par les fondateurs de la ville. Franchement, le fait qu'il n'y ait que des blancs, ça me rassure. Ici, je peux même laisser les clés de ma voiture sur le contact. Personne ne la volera. C'est sécurisé, c'est propre. Mes enfants peuvent jouer dehors sans danger. Et ça, c'est important pour moi. J'adore vivre à Orania. Les gens sont bienveillants. À la station-service, à la boucherie, à l'école et dans les supermarchés, il n'y a que des blancs. Ils vivent en autarcie et ont même leur propre monnaie, sans le visage de Nelson Mandela sur les billets. Je m'appelle Joost Stridom, le porte-parole officiel de la ville. Je vais vous faire visiter. On veut à la fois préserver la culture afrikaner et la développer. Le seul moyen d'y parvenir est de nous rassembler au même endroit. Tout ça s'est concrétisé en 1991, lorsque nous avons acheté ces terres. 1991, l'année de la fin de l'apartheid. À l'époque, les Noirs obtiennent enfin les mêmes droits que les Blancs, mais certains afrikaners résistent et se barricadent dans cette ville. 30 ans plus tard, Orania est toujours là. Et pour que le projet perdure, les adultes misent tout sur l'éducation. Dites bonjour au monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous asseoir, merci. À l'école, les enfants étudient un programme spécial Orania, basé sur la religion et l'histoire des afrikaners blancs. Dans les années 1840, entre 10 000 et 15 000 afrikaners, des femmes, des enfants et leurs domestiques, ont rassemblé toutes leurs affaires pour migrer. Ils voulaient être libres et trouver une région où les afrikaners pourraient survivre. Ce qu'ils ont fait à l'époque est similaire à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons nous aussi décidé d'être libres et de nous gouverner nous-mêmes. Nous essayons de les convaincre qu'Orania est le meilleur endroit pour vivre. Beaucoup de jeunes partent, mais finissent par revenir. Vous pouvez leur demander directement quelles sont nos valeurs. Honnêteté, travail, culture afrikaner. Mais l'histoire qu'il raconte aux enfants est parfois revisitée. Sur la frise chronologique de la classe avant 1991, aucune trace du régime de l'apartheid, pourtant mis en place en 1948. Vers 12 ans, il y a un chapitre sur ce qui s'est passé. Le Parlement, le vote, on leur explique tout ça. Quand on leur parle de ça, on mentionne aussi Nelson Mandela. Ici, Nelson Mandela n'est pas considéré comme un héros. Et pour que les jeunes ne soient pas confrontés à d'autres points de vue, ils poursuivent leurs études juste à côté, au lycée d'Orania. Leur héros à eux,
ce sont des hommes politiques afrikaners, mis à l'honneur au mémorial de la ville. Toutes les statues que vous voyez ici ont été déboulonnées ailleurs dans le pays. Elles n'étaient plus les bienvenues. Alors nous les avons récupérées à Orania. Parmi ces bustes, Hendrik Verwoerd, le penseur de l'apartheid. C'est lui qui a imaginé et mis en place les lois ségrégationnistes de l'époque. Il est de la même famille que les fondateurs d'Orania. Pourquoi vous ne voulez pas vivre avec les Noirs ? Ce n'est pas une question de vivre ou de ne pas vivre avec d'autres personnes. L'Afrique du Sud est un pays très diversifié. Mais les Afrikaners sont une minorité. Nous n'avons pratiquement aucun pouvoir politique et économique dans le pays. Vivre à Orania est une question de survie, non seulement physique dans un pays très violent, mais aussi culturel. Nous voulons créer une région où les Afrikaners peuvent vivre par milliers, voire par millions. Les Afrikaners se présentent comme des victimes qui ne cherchent qu'à se protéger. Pour cela, ils peuvent compter sur un parti politique. Un parti d'extrême droite, le Freedom Front Plus, le seul installé à Orania. C'est ici que l'on gère la logistique. Là, vous avez notre candidat et notre slogan qui signifie « Levez-vous pour restaurer et reconstruire, votez FF+. » Le représentant du parti n'est autre que Wynand Boshoff, fils du fondateur d'Orania et petit-fils du créateur de l'apartheid. En 20 ans, le Freedom Front Plus a presque doublé son nombre d'électeurs. Il a rejoint la coalition au pouvoir et a même fait son entrée au gouvernement. Le parti veut créer une nation blanche, indépendante. C'est le but ultime que nous poursuivons. Nous avons une vision régionale. Orania n'est pas juste une petite communauté isolée. Ce n'est pas une simple ville test pour les Afrikaners. Nous avons une perspective plus large pour l'Afrique du Sud. Scinder le pays en deux. Un projet politique aux antipodes de l'Afrique du Sud pensé par Nelson Mandela. Depuis sa mort en 2013, certains de ses proches ont repris le flambeau et militent toujours pour la justice et l'égalité. Comme Ndileka Mandela, la petite fille de Nelson Mandela. Là, on voit bien son air malicieux. Ndileka Mandela a soutenu son grand-père quand il était en prison et quand il est devenu président. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une fondation qui aide les plus démunis. Nous lui avons montré des extraits de notre reportage. Elle était loin d'imaginer les propos tenus par certains extrémistes blancs.